Bonsoir à tous. Je suis Peggy Darol, Cash Management Sales chez ING en France à Paris. Je suis ravie de vous accueillir ce soir dans les studios d'Univers SwiftNet at Home pour cette première session de l'année 2021. Ce soir, nous allons parler innovation, FinTech, avec le responsable innovation pour le groupe ING, Olivier Guillaumont, qui sera interviewé par Alexandre Garabédian, que vous connaissez bien sûr. Et alors, Olivier, Alexandre, je vous laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de commencer cette nouvelle année par cette session d'Univers SwiftNet Atome. Alors, on ne sait pas de quoi 2021 sera faite. Jean Castex, qui a gentiment accepté de décaler son intervention à 18 h, nous en dira tout à l'heure un petit peu plus. Mais ce qu'on sait quand même, c'est que le saut en agilité, en innovation que vous avez tous accompli en 2020, alors pour partie sous la contrainte, mais pour partie aussi par conviction, eh bien, ce saut va se poursuivre cette année. D'innovation, il va en être question justement avec notre invité Olivier Guillaumont. Bonsoir Olivier. Bonsoir Alexandre, bonsoir à tout le monde. Vous êtes donc le responsable mondial de l'activité Lab et FinTech chez ING. Vous êtes également un entrepreneur. Vous avez une première vie dans le conseil chez Accenture. Et puis, vous avez lancé au Benelux les activités de Smile, un spécialiste de solutions logicielles open source, avant de rejoindre ING en 2013. Alors, ING s'est distingué il y a quelques années en annonçant une stratégie assez ambitieuse en matière de digitalisation de ses métiers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous en dire un petit peu plus sur l'approche globale de la banque en matière d'innovation? Oui, tout à fait. Alors, on a créé un département innovation il y a maintenant 7 ans. Donc, ça commence à faire quelques années. Et puis, on a beaucoup appris depuis. Donc, aujourd'hui, et on a annoncé très récemment une nouveauté dans notre département pour créer en fait l'innovation en tant que business, un business area, comme on appelle ça, en lançant donc ING Neo, qui a comme objectif de concentrer et de consolider l'ensemble des activités innovantes du groupe dans une activité business, qui aura donc comme objectif de montrer que l'innovation peut être un business à part entière. Donc, peut-être pour expliquer un petit peu l'environnement d'innovation chez ING, donc on est organisé donc, de manière par ce qu'on appelle horizon. Donc, l'innovation est partout. Donc, ça, c'est une première chose. C'est pas la propriété de 200 ou 300 personnes quelque part dans le monde, mais c'est bien, elle est partout et on veut que ce soit distribué à travers tous les business. Pour ce qu'on appelle l'innovation incrémentale. Donc, si on suit le modèle d'horizon de McKinsey, c'est vraiment ce qu'on appelle H1, donc H1. Et on part du principe que dès qu'on est sur l'innovation vraiment radicale, c'est là où on a ce besoin d'avoir cette centralisation et ce focus, je dirais, spécifique, puisque cela nécessite des efforts particuliers, des méthodes particulières. Et donc, c'est pour ça qu'on est organisé de manière, je dirais, double. D'une part, chaque business est responsable pour son innovation incrémentale. Et à côté de ça, on a ING Neo, qui est responsable directement pour l'innovation, je dirais, radicale. Et à côté de ça, supporter tous les business dans leur innovation incrémentale. Pour qu'au global, on ait vraiment l'innovation au sens large. Donc, au sein de ING Neo, nous sommes organisés de la façon suivante. Il y a d'une part ce qu'on appelle le management d'innovation qui a comme objectif donc de faire en sorte de n'avoir pas de silo et de donner une direction claire sur comment on souhaite innover à l'intérieur du groupe ING, de faire en sorte que les techniques et les meilleures méthodes soient partagées et appliquées. La deuxième chose, c'est l'activité de laboratoire où on incube nos propres fintech au sein de nos laboratoires dont j'ai la charge. Nous avons des laboratoires à Amsterdam, à Singapour, à Londres et à Bruxelles. Une partie des laboratoires se focalise sur l'incubation d'activités disruptives et l'autre partie des laboratoires pour tester des partenariats spécifiques avec des fintechs. Et puis, nous avons une troisième partie qui est notre fonds d'investissement, ING Ventures, 300 millions d'euros qui sont à disposition pour prendre des participations minoritaires à but stratégique. Donc, le but de ce fonds n'est pas seulement d'avoir un retour sur investissement financier, mais bien d'accélérer notre agenda stratégique au travers de partenariats innovants. Voilà.
Très bien. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces labs, justement? Pourquoi ce choix de spécialisation selon les zones géographiques? Et puis, concrètement, c'est quoi un lab? Qui y participe? Combien de personnes? Comment s'organise son fonctionnement? Oui, tout à fait. Donc, je dirais que la localisation géographique est basée sur le fait que, d'une part, on ne voulait pas qu'il y ait qu'un seul endroit, parce qu'on veut aussi que tout le monde puisse être exposé à ces activités, je dirais, de laboratoire, et notamment sur ce qu'on appelle nos hubs. Donc, quand on regarde le groupe ING, on est organisé régionalement en hubs. Et donc, voilà, le hub de l'Asie est à Singapour, le hub de l'Europe est plutôt à Amsterdam. Euh, mais pour nous, la Belgique est également un pays très, très important. Et donc, c'est pour ça qu'on voulait aussi avoir un laboratoire ici. Et puis, Londres est finalement une place financière très importante en termes d'accès aux différentes fintechs. Aujourd'hui, c'est à la fois les deux, c'est où sont les activités principales d'ING, mais également où trouve-t-on les meilleurs fintechs pour pouvoir avoir ces partenariats que l'on cherche. Je dirais que ce qui est au-delà de l'aspect géographique, aujourd'hui, notamment avec la digitalisation et Covid, l'importance de la localisation est beaucoup moins, je dirais, présente. Et on a l'aspiration d'avoir ce qu'on appelle le lab everywhere pour être sûr qu'on puisse lancer une activité disruptive dans toutes les localisations d'ING, que ce soit en France, en Espagne, en Asie, aux États-Unis, où cela apporte de la valeur. Dans ces labs, donc, il y a uniquement des collaborateurs d'ING ou vous êtes ouvert à Non, c'est tout à fait, c'est d'autres vraiment un idées? écosystème. Ouais. C'est-à-dire que d'une part, nous avons sélectionné, et ça c'est vrai pour, je dirais, tout ce qui est e-engineering, donc toute la partie innovation. Parce que je pense que ce que je souhaite partager avec vous, c'est que une des choses qu'on a appris dans notre trajet les 7 dernières années, c'est que pour innover, il faut aussi savoir choisir et se focaliser, et donc savoir donner priorité, savoir dire non. Au départ, nous avions 12 thèmes d'innovation et on s'est rendu compte que c'était trop pour vraiment accélérer et faire avoir un impact. Donc, on a décidé l'année dernière de se focaliser sur 5 thèmes majeurs qui sont d'une part importants pour ING, où ING a une vraie valeur ajoutée, et d'autre part, quand on a analysé les tendances et les mécanismes aujourd'hui des marchés financiers et des institutions financières, on pense que c'est là où il y a des choses qui vont se passer dans les années qui suivent. Et donc, ces 5 thèmes sont Safe and Compliance, évidemment, Disrupt Lending, donc comment révolutionner la partie, le crédit de manière générale, et ça à travers tous les segments, hein, que ce soit corporate, PME ou retail. C'est Trade, le commerce, qui est quand même très très important pour ING, mais évidemment pour toutes les institutions financières. Mais c'est également le logement, que ce soit le logement individuel ou le logement d'entreprise et le financement de ce logement. Et puis, bien sûr, ce qu'on appelle financial health, donc la santé financière. Et là aussi, c'est complètement à travers les différents segments. Donc, une fois qu'on a défini ces 5 thèmes-là, dans les laboratoires, nous allons nous focaliser pour identifier les activités qu'on pense innovantes dans ces thèmes pour qu'ils sont des business en tant que tels. Et l'on souhaite innover spécifiquement pour ING et ses clients. C'est-à-dire qu'on n'a pas comme objectif de créer quelque chose qui soit trop loin d'ING et de ses clients, même si ça peut être un bon business à part entière, mais vraiment créer des produits et des services innovants qui vont pouvoir être utilisés pour ING à destination de ses clients. Alors, on va rentrer un peu plus en détail dans ces cas pratiques. Mais avant cela, je voudrais quand même revenir. Vous avez fait référence au Covid. Quand on pense lab, incubateur, on pense à des gens qui se retrouvent autour de la machine à café, qui ont des discussions informelles, qui font émerger une intelligence collective que Teams ou Zoom, au bout d'un moment, ne permettent pas forcément. Comment 2020 a affecté cette capacité à brainstormer, à sortir des idées innovantes? Oui, alors c'est vrai que c'est un challenge pour tout le monde et une opportunité également. Donc, je dirais que de manière générale, donc ce qu'on a pu voir, c'est que deux choses. C'est d'une part, que même si la digitalisation a été évidemment accélérée par Covid, c'est aussi la conscience que nous sommes tous humains et qu'évidemment l'aspect santé est essentiel, même avant la digitalisation. Donc c'est vrai que ça, c'est une première réalisation. La deuxième chose, c'est que en tant qu'acteurs financiers, intermédiaires financiers, nous avons été et nous avons fait le choix d'accompagner tous nos clients à travers les différents segments en leur offrant des payment holidays. Sur la partie corporate, c'est vraiment déjà des
des accords, on dirait, bespoke, qu'on en a fait pour faire en sorte d'aider nos clients à traverser cette phase compliquée. Pour l'innovation, pour nous, c'était, je dirais, une accélération des activités que nous avions déjà embarquées. J'expliquais le Labs Everywhere. Donc, c'est comment faire en sorte d'avoir un écosystème digital autour de nous, que ce soit des fintechs, que ce soit des autres corporates avec qui on veut travailler, que ce soit au sein d'ING à travers les différentes locations d'ING. Donc, l'idée, c'est bien d'accélérer tout ça. On a eu la chance d'avoir déjà entamé ce processus-là qui a été accéléré, mais il est vrai que ce qui est compliqué, c'est comment faire en sorte d'avoir le hasard quelque part, parce que ce que l'on manque, c'est effectivement les conversations de machine à café, et on sait bien l'importance de ce hasard dans, je dirais, la partie identifier des idées que l'on n'aurait pas pu avoir par nous-mêmes, avec des conversations qui sont complètement, je dirais, hasardeuses. Et donc ça, c'est quelque chose que l'on essaye par les techniques et là, il y a plusieurs techniques, hein, donc de dire, voilà, des roulettes, le système de roulettes, par exemple, c'est-à-dire prévoir des réunions à la roulette russe pour, je dirais, par hasard, être capable de discuter avec des gens du groupe d'ING que l'on connaît, mais pas forcément très bien. Mais il est vrai que, d'une part, la partie digitale nous permet de converser avec plus de personnes plus vite, mais souvent des personnes que l'on connaît déjà. Donc, je dirais que d'une part, ça nous a permis d'accélérer la possibilité je dirais, d'arriver à l'activité d'échelle, des économies d'échelle en termes de diffusion de l'information, en termes d'information et de quantité d'information et le public que l'on peut atteindre, que ce soit à travers les conférences, que ce soit à travers le bootcamp que l'on a au travers d'ING, hein, puisqu'on a été capable, de manière digitale, d'accéder à 10 000 personnes hein, sur les 50 000 employés, ce qui est évidemment énorme. Et ça, ce n'est évidemment possible que par, je dirais, la partie digitale, alors qu'avant, on le faisait de manière physique, dans des endroits différents du groupe ING. Donc, d'une part, ça nous a permis d'atteindre une économie d'échelle énorme en termes de scalabilité de nos idées et de partage. Mais c'est vrai qu'en termes d'inventer de nouvelles choses et d'avoir cette sérendipité, c'est un challenge continu. Et donc, on essaie par des techniques diverses et variées. Mais il est aussi clair que on espère pouvoir arriver à un modèle hybride le plus rapidement possible. Et c'est ce qu'on espère pour tout le monde. Alors, malgré ces contraintes, quelle demande d'innovation émergée en 2020 de la part de vos clients? On va parler de la clientèle entreprise, hein, puisque ce sont elles qui nous regardent en ce moment. Et dans quelle matière vous avez pu faire à la fois des innovations incrémentales et puis peut-être voir déjà des innovations de rupture? Oui, oui, tout à fait, c'est une bonne question. Donc peut-être juste une petite chose que je n'avais pas expliquée. Dans la partie innovation d'ING, on a toute une activité aussi, partenariat FinTech. On a des équipes dédiées qui font du scouting de FinTech, etc. Donc aujourd'hui, pour donner peut-être un ordre de grandeur pour notre public, ING aujourd'hui, c'est à peu près 200 partenariats avec des FinTech et 33 investissements. Hein. Donc on en parlait tout à l'heure. En termes je dirais de type de partenariat, de nombre de partenariats, on parle bien de ça. Donc, si on regarde sur 2020, sur la partie entreprise, donc il y a plusieurs choses. Donc, sur la partie, et donc sur les thèmes dont j'ai parlé, sur la partie Safe and Compliance, c'est juste pour donner quelques exemples. On a une activité qu'on a lancée qu'on appelle Corp ID, qui est une activité qui a comme objectif et qui est s'adresse spécifiquement à la clientèle entreprise pour résoudre le problème entreprise qui est de partager ces données KYC, donc ces données clientèle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la majorité de nos clients corporels sont multibancarisés et ont donc 5, 10, 20, 30 parfois banques avec qui ils souhaitent faire collaborer. Et donc aujourd'hui, ce qui est compliqué, c'est que ces gens-là partagent le même type d'informations à travers toutes les filiales de toutes leurs banques. Et donc ça peut vite aller avec par centaines. Et ça se passe par email. Et donc, avec tous les risques de perte d'informations, de duplication d'informations qui vont avec. Et donc, c'est pour ça que l'on a identifié ce problème et on a souhaité donc mettre en place CorpID, qui est donc un repository d'informations, un workflow management system pour, d'une part, récupérer cette information pour nos activités, pour nos clients corporate, les mettre de manière très sécurisée dans un repository et après avoir la possibilité de partager cette information qui est complètement sécurisée et avec des séparations clairement de données entre différents clients, et donc pouvoir partager cette information KYC à travers l'ensemble des banques, mais également l'ensemble des auditeurs,
et l'ensemble des acteurs qui ont le droit de pouvoir accéder à cette information. Et donc, le corporate est complètement en contrôle de ces données KYC et est capable donc, de donner accès à qui il le souhaite pour pouvoir faciliter ces processus KYC. Et donc, ça, c'est une des inventions que l'on a mis en place il y a maintenant 2 ans et qui maintenant est fully live et pour lequel on a un bel espoir sur l'ensemble de notre clientèle entreprise et beyond. Donc ça, c'est pour la partie safe et compliance. Oui, là-dessus, est-ce qu'il y a une coopération aussi avec d'autres banques? Puisqu'on sait que par ailleurs, il y a des projets interbancaires de KYC, alors là, qui concernent plutôt les banques vis-à-vis de leur clientèle entreprise. On est dans ce cas-là aussi, ou on est vraiment dans un écosystème purement ING avec ses clients? Alors notre perception aujourd'hui, c'est que, évidemment, par exemple, Swift a un utility qui marche très bien pour les banques, hein, pour la partie FI. En revanche, ce qui nous semble être pas suffisamment bien servi, c'est vraiment la partie corporate. Évidemment, les milliers et des milliers d'entreprises qui ont ce besoin-là. Et donc, ce que l'on souhaite, c'est qu'on est ouvert à tout partenariat à partir du moment où ça fait du sens. Aujourd'hui, c'est vraiment ING. Pourquoi? Parce que ce qu'on a pu s'apercevoir, il y a eu on a participé à beaucoup de concepts, hein, que ce soit divers et variés, en utilisant l'activité blockchain ou pas. Et on s'aperçoit qu'en fait, en faisant ça, on perd du temps. Et donc, on a fait ce choix de dire, construisons quelque chose qui soit déjà complètement utilisable aujourd'hui, live, et commençons. Et après, une fois qu'on voit le volume, on imagine que nos partenaires bancaires vont vouloir joindre l'effort. Et dans ce cas-là, on ira dans un partenariat multi-bancaire ou du moins multi-acteurs. Pas forcément que bancaire, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres acteurs qui ont ce besoin d'avoir des canaux, je dirais, optimalisés pour récupérer et partager l'information KYC. Ce service-là, c'est vraiment vos clients entreprises qui vous en ont donné l'idée, qui ont exprimé à un moment donné le besoin parce que le KYC pour elles est très importante? Alors, ça a été double. Nos clients ont exprimé ce besoin, mais nous-mêmes, nous avons aussi ressenti ce besoin parce que nous sommes évidemment, nous recevons tous ces milliers d'emails et nous en envoyons aussi beaucoup. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout l'objectif de continuer comme ça. Et donc, ça a été, je dirais, un besoin évident des deux côtés et qui a été confirmé dans toutes nos activités de pilote et dans toutes nos interviews que l'on a fait, je dirais, depuis maintenant 2 ans. Et on voit bien aujourd'hui le uptake de cette solution qui est vraiment important. Donc, ça ne fait que confirmer l'accélération et on part du principe qu'à partir du moment où ce n'est peut-être que le début, une fois que le partage d'informations commence avec KYC, mais demain, on peut imaginer beaucoup d'autres cas d'utilisation pour partager des informations utiles entre nos clients entreprises et leur contrepartie bancaire. En tout cas, on a fait un petit sondage en ligne, un live qui n'est pas encore fini, mais 94% des répondants nous disent qu'un système multibancaire leur paraît indispensable sur ce sujet-là. Oui, non, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, quels autres, vous avez évoqué le trade aussi dans les 5 domaines. Juste pour clarifier, oui. juste pour que ce soit bien clair. Quand je dis que c'est ING aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est complètement multibancaire. Donc aujourd'hui, le système tel qu'il a été défini, c'est complètement multi-acteur. Donc c'est multibancaire d'un côté, multi-entreprise de l'autre. Mais en termes aujourd'hui je dirais de ownership, c'est là où je dis qu'aujourd'hui c'est ING parce que c'est une activité qui est chez ING, mais on a tout à fait comme objectif et c'est complètement multibancaire. Et on veut d'ailleurs, on imagine que c'est bien c'est aux corporates de demander à leur banque de faire partie de ce système multibancaire. C'est exactement l'objectif que l'on se donne. D'accord. Donc, Trade Finance, oui, vous avez évoqué ça comme un des grands sujets pour ING. Qu'est-ce que vous avancez là-dedans? Oui, alors Trade Finance, c'est une de nos activités principales et on est un des leaders mondiaux sur ces activités. Donc, pour nous, c'est le capital. Et on se rend bien compte que les processus Trade Finance sont historiquement tout à fait papier et administratifs. Et donc, tout à fait mature pour être disrupté, comme on dit. Et donc voilà, nous sommes un des drivers, je dirais, sur la digitalisation de tous ces processus-là. Et alors là, il y a plusieurs initiatives. Hein. Donc nous sommes des précurseurs d'une activité. Je dirais qu'il y a beaucoup de coalitions dans ce domaine-là, à différents segments, et qui vont bien devoir être interopérables pour que ça marche. Et donc nous-mêmes, nous avons été inventeurs d'un certain nombre de ces coalitions. Nous en avons joint d'autres.
d'une part, par exemple, pour faciliter la digitalisation de la processus de lettres de crédit, en utilisant souvent les technologies qu'on utilise sont les technologies blockchain, hein, pour être sûr que les systèmes sont complètement immuables et qu'il n'y a pas de duplication d'informations. Mais on choisit également l'accent sur les solutions qui sont tout à fait, je dirais, compliant, puisque là, je dirais sur la partie trade, c'est vraiment une des activités cruciales pour être sûr que, d'une part, le processus digital, mais aussi complètement sécure. Parce qu'on a vu beaucoup de systèmes qui ont été hackés ces derniers mois sur la partie trade, et pour nous, donc, c'est un aspect capital que les solutions dont nous font partie sont complètement sécures et imperméables. Vous avez cité la blockchain. Comgo est un exemple, par exemple, Ouais. donc, qui aujourd'hui est en pleine traction. Nous avons été aussi au départ de Contour. Et donc, tous ces noms de consortium, ING a été un des drivers, un des inventeurs, mais là aussi, comme pour la partie KYC, ça ne marche que si c'est multi-acteurs et non pas forcément multi-bancaires, mais on voit bien que des corporates également doivent joindre des assureurs. Il y a beaucoup d'acteurs qui doivent joindre ces consortia pour avoir d'une part les bons volumes et également la couverture end-to-end. Et là, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a des compétitions entre les différents consortia et on imagine que ça va se consolider et où on va devoir également développer des solutions interopérables puisque certains consortia ont choisi des solutions technologiques différentes avec des acteurs différents qui ne sont pas aujourd'hui complètement interopérables, mais il va bien falloir que ce monde converge pour faciliter le commerce mondial. Et il va converger quand, à votre avis? Alors nous y employons, mais c'est vrai que c'est un système de longue haleine. Donc je pense qu'il faudra au moins attendre entre 3 et 5 ans pour que tout ça converge bien. Vous avez évoqué la blockchain, hein, qui est à la base de ces systèmes. On était inondé, je parle en tant que journaliste, d'annonces sur la blockchain il y a quelques années. On en voit un peu moins en ce moment. Alors, est-ce que la hype est retombée? Est-ce que cette technologie a fait la preuve de sa capacité à gérer ce type de problématique? Alors, notre année, donc pour nous, on a une équipe blockchain et on l'a depuis 6 ans. Donc, on a été vraiment au tout début, je dirais, de cette activité-là, puisque c'est quelque chose qu'on voulait être exposé pour comprendre de l'intérieur comment ça marche, à quoi ça sert, à quoi ça ne sert pas également, quelle est vraiment la valeur ajoutée. Je pense que ce que vous référez, c'est, je dirais, les premières 2-3 années, c'était vraiment une annonce de proof of concept de pilots de partout, où c'était à qui ça fera le bon communiqué de presse pour dire quel est le proof of concept, le pilote qu'on a inventé, etc. Et là, on est dans une phase de consolidation où maintenant, il va falloir délivrer pour de vrai en production et de manière scalable. Et c'est là où je dirais que voilà, il y a du travail. Et donc, avant de pouvoir faire l'annonce que c'est production ready et qu'effectivement, ça a les performances nécessaires et l'interopérabilité, hein, ça prend du temps. Et donc, je ne pense pas que c'est qu'il y a moins d'activité, mais c'est juste qu'aujourd'hui, on est dans une phase de transition vers de la production et que ça va prendre du temps. Mais donc, juste peut-être pour au-delà de Trade Finance, donc nous avons fait le choix d'utiliser ces techniques. Donc, on a pris beaucoup de temps pour comprendre où l'utiliser et quand l'utiliser, et vraiment l'utiliser quand ça fait du sens. Puisqu'il y avait aussi cette tendance de vouloir mettre du blockchain partout, et on n'a pas forcément besoin de blockchain partout. Et donc, nous, ce que on a fait le choix conscient de dire, sur la partie trade, ça paraît très, très clair, ça paraît évident. Sur la partie lending, je parlais de disrupt lending comme étant un des thèmes importants de l'innovation. On a également fait le choix d'utiliser cette technologie pour pouvoir créer des nouveaux assets, des nouveaux actifs qui sont aujourd'hui pas assez liquides et que l'on veut rendre plus liquides via justement l'utilisation de cette technologie pour pouvoir ce qu'on appelle tokeniser, donc séparer des assets illiquides en plusieurs assets plus liquides et donner accès finalement à un nouveau public d'investisseurs par rapport à ces actifs plus liquides. Et donc, dans la partie lending, c'est aussi un des endroits où utiliser blockchain fait du sens. Vous pensez comme actif illiquide au financement du BFR, ce genre de choses Non. Alors, par exemple, on a une initiative
en cours qui a comme objectif parce que d'un côté, on a le buy side qui nous dit on aimerait pouvoir accéder à des actifs à plus fort potentiel plus fort rendement ou avoir des actifs qui sont aujourd'hui réservés seulement des investisseurs institutionnels. Par exemple, des trop gros projets d'infrastructure. Aujourd'hui, si on regarde le marché je dirais, de ce qu'on appelle originate to distribute est spécialisé pour la partie institutionnelle dès qu'on arrive à une complexité, à une taille d'actifs minimum. Et on a une grande demande d'investisseurs non institutionnels pour accéder à ces actifs-là. Et donc, on a imaginé un processus d'une part, de collecte de ces actifs, je dirais, qui sont des actifs importants et relativement illiquides, avoir la capacité de tokeniser ces actifs-là, avoir une data room où ces nouveaux investisseurs, à côté des investisseurs, je dirais, traditionnels, vont pouvoir regarder ces nouveaux actifs et pouvoir se positionner et donc créer un nouveau marché quelque part. Et donc, c'est clairement un des actifs sur lequel on peut se positionner. Pour revenir sur le trade, j'ai une question d'un de nos auditeurs qui nous demande ce que propose ING en matière de connectivité bank to corporate dans le trade. Oui, alors je pense que c'est un petit peu ce qu'on explique un petit peu tout à l'heure quand on parlait du trade. Donc, ces fameux consortia dont on parlait, donc on peut parler de Comgo dont ING fait partie, on peut parler de WeTrade dont ING ne fait pas partie, de Contour dont ING fait partie, donc qui sont exactement ça, donc qui ont comme objectif de pouvoir, qui sont des nouveaux canaux finalement. Alors là, il y a deux choses. En tant qu'ING, nous, on a comme objectif évidemment de mettre en avant nos propres canaux digitaux. Hein. Donc on a nos propres canaux digitaux, on va pouvoir accéder à ces plateformes à travers les canaux ING, mais de manière inversement. Ces consortiums-là sont aussi des canaux spécifiques que nos collègues de trade et donc les clients entreprises vont pouvoir également accéder directement. Donc aujourd'hui, ce sont ces nouveaux canaux qui sont donc des canaux de communication entre, je dirais, la clientèle entreprise et les différents acteurs de l'écosystème trade et les banques, mais également, pas que les banques, également les assureurs et finalement tous les acteurs de la chaîne de valeur trade. Alors j'avais noté aussi l'existence de Cobase ou Cobase, je ne sais pas comment vous le prononcez, sur la gestion de compte. C'est un service qui progresse. Oui, tout à fait. Donc là, vous parliez sur 2020, donc ça c'est une belle histoire. Hein. Donc Cobase a été inventé par ING dans justement un des laboratoires ING, après avoir organisé des journées clientèle. Donc c'est en organisant ces journées clientèle qu'on a pu comprendre le besoin des trésoriers en termes de je veux avoir mon activité consolidée à un seul endroit et ne pas avoir à me connecter avec tous les portails de toutes mes banques. Donc avoir un seul endroit où je vais pouvoir avoir donc la consolidation de mes actifs et à partir de là, je vais pouvoir piloter ma trésorerie et donc avoir des fonctionnalités de cash pooling, de FX hedging, etc., etc. Et donc on a créé l'initiative Cobase et au sein d'ING, quand on est dans une initiative au sein du laboratoire, on rentre ce qu'on appelle un funnel. Et c'est-à-dire qu'il y a des stage gates. Et donc, on va vouloir rentrer et s'assurer que l'activité continue à progresser, qu'on valide toutes les hypothèses que l'on se donnait pour nous-mêmes. Et à tout moment, on peut arrêter si les hypothèses ne sont pas vérifiées. Et donc, on a ce qu'on appelle un fonds d'innovation au sein de l'innovation d'ING qui va décider oui ou non, on passe à l'étape d'après. Et donc Cobase a réussi à passer toutes les étapes et à la fin de ce funnel, il y a finalement trois possibilités. Soit l'activité a besoin de la marque ING, a besoin des actifs ING pour grandir, auquel cas on fait ce qu'on appelle un spin-in, c'est-à-dire que ça devient un nouveau business ING. Soit on n'a pas forcément besoin de la marque ING en tant que telle, mais c'est complètement core pour l'activité ING et on veut le garder au sein de ING Neo, donc complètement ING, mais pas encore un business ING en tant que tel. Et donc c'est un business d'innovation dans ce cas-là. Ou alors, on n'a pas besoin d'ING, au contraire, on veut ouvrir le capital à d'autres acteurs, que ce soit des acteurs bancaires ou des corporates ou autres, et auquel cas on fait le spin-out. Et donc pour Cobase,
d'une part, on a fait ce choix de dire, on pense que ça fait plus de sens pour la réussite de cette entreprise de faire un spin-out. Pourquoi? Parce qu'on veut avoir d'autres acteurs qui jouent au capital. On veut être capable d'avoir des accords de distribution avec différents acteurs, dont des banques. Et donc, ça fait du sens de ne pas garder ça à 100% ING. Et aujourd'hui, on est ravis puisqu'on vient il y a quelques mois, finaliser donc un tour de table de 10 millions d'euros. Et donc, Cobase progresse très bien. Et aujourd'hui, on est ravis d'avoir accueilli Crédit Agricole, Nordea, etc., dans ce tour de table et qui, en même temps, signent des accords de distribution en proposant Cobase en white label pour leurs propres clientèle entreprise. D'accord. Le temps passe malheureusement. Si vous deviez nous citer une innovation de rupture là, dans les prochaines années, ce serait laquelle? Ou le secteur où on en a le plus besoin? C'est une bonne question. De ce que vous remontent aussi vos clients, peut-être, en termes de besoins ou de frustration. Oui, c'est difficile d'en prendre un, peut-être quelques-uns, peut-être. Donc, je pense que la partie trade, on en a parlé. Je pense qu'aujourd'hui, c'est parti, mais je dirais c'est parti, mais ça prend quelques temps pour que ce soit interopérable. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que ce qu'on voit sur la partie corporate, c'est qu'aujourd'hui, la partie trade, le segment des grandes corporates va être assez bien servi, continue assez bien servi, mais la partie, je dirais, mid-corps reste encore très mal servie, je dirais. Et donc là, il y a forcément des choses à faire. De manière générale, la partie mid-corps, que ce soit à travers tous ces thèmes, est un peu pris en sandwich entre, d'une part, la partie retail qui se développe très vite, et d'autre part, la partie grande corporate qui a les moyens de faire avancer le schmilblick. Et donc, entre les deux, il y a plein de choses à faire. Et ça, c'est vrai pour la partie financial health, c'est vrai pour la partie trade, c'est vrai pour la partie lending. Donc ça, je pense que c'est un segment qu'il va falloir continuer de regarder. En tout cas, nous, on le regarde de très près et on pense qu'il y a plein de choses à faire sur ce segment-là. Et peut-être une deuxième chose, ce qu'on voit maintenant apparaître, c'est quand même la partie, je dirais, il va falloir surveiller, à mon sens, la partie currency digitale, qui, à mon sens, dans les 3 à 5 ans, va faire réfléchir beaucoup de gens. Et là, on est très dépendant des régulateurs, on est très dépendant, mais on voit bien que quand même, il y a beaucoup d'activités de ce côté-là. Et donc, on imagine que l'introduction de la monnaie digitale va créer des opportunités pour beaucoup d'acteurs, y compris les acteurs bancaires. Hein. Il y a d'une part un risque, je dirais, de stabilité financière et d'intermédiation, mais ça ouvre également des portes gigantesques en termes d'accélération sur un grand nombre de sujets. Donc, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller de très près. Oui, là, vous ne pensez pas au Bitcoin, mais vraiment aux monnaies digitales de banque centrale qui sont en projet. Tout à fait. Et ce qu'on appelle le token utility ou security token, donc vraiment qui est lié à un vrai asset physique, hein, que ce soit de l'argent ou que ce soit un actif. Et c'est quelque chose, dans nos laboratoires, on a plusieurs initiatives qui sont complètement en cours là-dessus, mais on pense que ce n'est que le début. Ça nous fait de nombreux secteurs à explorer. Une dernière question, puisque vous avez des fintech dans votre périmètre et vous travaillez dans un groupe qui est une multinationale. Quelle est votre vue de l'écosystème fintech en France, et notamment sur la partie qui concerne les entreprises? Est-ce que l'innovation, la création, la vivacité de cet écosystème est comparable à celle de ses voisins? Ici, il passe plus de choses, moins de choses. C'est quoi votre vue? Oui, alors c'est intéressant parce que justement, quand j'ai pris la responsabilité de l'activité FinTech chez ING, il y a maintenant un peu plus de 2 ans et demi, au départ, on se focalisait sur l'Angleterre, sur l'Allemagne, les États-Unis. Et je pense que depuis à peu près 2 ans, on voit un immense push de la part de l'écosystème français, mais je dirais bien stimulé aussi par le gouvernement, hein, et le régulateur. Et ça se traduit dans l'émergence aujourd'hui, après 2 ans, vraiment de leaders, je dirais au moins européens, sur un certain nombre de sujets.
que ce soit pour l'entreprise, mais aussi pour la partie retail ou la partie PME. Et aujourd'hui, chez ING, on considère l'écosystème français comme un top 2 ou top 3 en Europe. Et donc, je dirais qu'il y a 3 ans, on n'avait aucune conversation avec des fintechs françaises. Aujourd'hui, là, je dirais que on a peut-être des conversations avec 10 fintechs françaises. Donc, c'est quand même des conversations sérieuses. Et pour nous, au sein ING, un des critères pour pouvoir être en conversation sérieuse, c'est que la fintech doit déjà avoir des clients de taille, je dirais, comparable avec ING, puisqu'on sait que la complexité d'onboarder le premier client est massif. Et donc, on préfère ne pas être ce premier client, sauf si vraiment l'activité est très particulière. Et donc, ça montre bien que cet écosystème est un écosystème qui maintenant a maturé. Et je pense que l'introduction, par exemple, de Next 40 et ce que fait la French Tech de ce côté-là est tout à fait impressionnant. Eh bien, nous allons terminer sur cette note positive et encourageante pour la France. Merci beaucoup, Olivier Guillaumont, pour cet éclairage sur votre activité puis sur les innovations en cours. Merci Alexandre, merci à tous. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Vous pourrez retrouver cette session en replay, évidemment, hein. Et puis, on vous donne rendez-vous pour la prochaine session d'Univers SwiftNet Atome. À bientôt.